Heureux de vous avoir très nombreux, vous qui nous suivez partout à travers le monde. Bonjour et bienvenue dans votre magazine Entrepreneuriat, le rendez-vous des entrepreneurs. Très chers entrepreneurs, mieux vaut tard que jamais, dit-on. Nous vous souhaitons bonne année 2020 et nous allons vous consacrer la page spéciale rétrospective de votre magazine Entrepreneuriat pour l'année 2019. Pour ce faire, nous avons travaillé pour votre intérêt. Nous avions apporté du nouveau dans le monde entrepreneurial, un premier magazine qui parle exclusivement de l'actualité entrepreneuriale à travers le monde, ainsi qu'en République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous avons certains différents numéros que nous avions réalisés au cours de l'année 2019. Nous allons vous laisser exclusivement suivre comment ça s'est déroulé et les différents intervenants qui ont apporté leurs expertises, comment vous motiver dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre comme activité entrepreneuriale et nous allons revenir. Suivez. Bon, Fiston Okondo, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a double casquette. Premièrement, je me considère d'abord un entrepreneur, parce que je pense que nous tous nous sommes d'une certaine façon. Et d'un autre côté, je suis aussi un politicien, si on doit le dire, parce que il y a très récemment, j'étais candidat à la députation provinciale pour le compte de la province de la Mongala. Bon, je commence par l'Afrique. Vous savez, l'Afrique, s'il faut comparer avec d'autres continents, les Amériques, tout ça, l'Europe en général, l'Afrique est un peu en retard. En retard en termes de technologie, en retard en termes de beaucoup de choses que nous savons déjà. Oui. Mais ce retard-là, c'est aussi une porte d'opportunité. Parce que lorsque vous voyez beaucoup de pays de l'Occident qui ont toujours un regard sur nous, oui. Cela veut dire que d'une certaine façon, nous avons les ressources qu'il faut. Nous avons encore de l'espace pour pouvoir grandir. Alors dans ce cas-là, je pourrais parler spécifiquement du Congo. Le Congo est un pays, comme nous disons toujours, un pays très riche. Et moi, quand je parle du Congo, je vois beaucoup plus sa population. Donc des idées qui fleurissent un peu partout dans le monde, nous pouvons d'une certaine façon les incorporer ici. Donc nous avons cet avantage-là, même en étant en retard par rapport aux autres, mais nous avons un terrain vaste d'opportunités que le Congo nous offre. Dans ce cadre-là que je pourrais un peu parler de l'entrepreneuriat. Pas très longtemps, mais je ne sais pas si vous vous êtes souvenu, mais je vous ai dit que tout le monde en soi a l'entrepreneuriat dans son ADN. Alors c'était un processus de beaucoup d'hésitation, mais il aurait fallu qu'entre moi et quelques amis, on s'est réunis, on a commencé à parler. C'est alors que l'idée m'est venue et le goût même est venu, puisque avant on s'est dit mais c'est compliqué, mais grâce avec cette politique que le pays a adoptée de guichet unique, donc qui vous facilite de créer une entreprise, ce n'est pas quelque chose de je sais pas extraordinaire ou qui vient d'ailleurs. Donc on a quand même créé une entreprise, on a commencé. C'est alors que je me suis rendu compte que tiens, le terrain est vaste, il y a tellement de choses à faire. Mais ce qui complique souvent, c'est le fait de ne pas avoir les ressources suffisantes pour commencer. Des idées, il y en a tout plein. Mais c'est qui manque souvent, le moyen qui nous manque. Alors, oui, je me vois beaucoup plus entrepreneur que politicien. Ce que je peux dire à cette génération. Vous savez, c'est vraiment compliqué quand vous voyez des tas d'étudiants qui viennent de finir, qui tous doivent écrire « j'ai l'honneur ». Non, nous devons vraiment changer cela. Alors, disons que j'ai choisi de faire le marketing et curieusement dans notre salle de marketing nous ne sommes pas si nombreux. Et quand j'ai eu à poser cette même question à certains de mes collègues, j'ai été curieux de voir que aucun d'eux n'a l'intention d'aller remettre une lettre de recommandation de demande d'emploi. Exact. Et ils ont tous une petite activité qu'ils sont en train de faire, qui n'est pas si grande, mais on sent l'ambition en eux. Donc alors c'est dans ce sens-là. Alors, dans d'autres pays, comme je disais avant, le gouvernement crée des politiques qui poussent les jeunes à entreprendre. Oui. D'ailleurs, il vous donne un peu d'argent. Il y a, j'ai entendu parler de certains incubateurs ici, dans la ville de Kinshasa. Ce sont des unités qui reçoivent de jeunes qui ont des idées intéressantes. Ils leur financent.
C'est ce qui arrive souvent. Regardez-vous un peu des gens comme des Bill Gates. Ils ont d'ailleurs abandonné les études pour pouvoir entreprendre. Exactement. Des idées pareilles, on a beaucoup. Et aujourd'hui, ce sont des grands. Jeff Bezos, la même chose, qui est actuellement l'homme le plus riche du monde, ce n'est plus Bill Gates. Donc ces idées-là, c'est ce qui apporte un peu cette différence-là. En fait, au Congo, nous n'avons pas cette culture qui pousse les jeunes à vouloir se surpasser. Alors c'est quelque chose que nous, moi et certains autres jeunes, nous devons, à travers aussi votre magazine qui est déjà vraiment intéressant, je pense que les jeunes pourront un peu voir, parce que ce n'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde serait en train de le faire. Prendre par opportunité. Oui. Alors les opportunités, là où moi je vois une opportunité, ne pas forcément là où toi tu vois une opportunité. Hein? Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a un garçon qui vient souvent chez nous dans la maison pour faire manicure, pédicure aux vieux. Alors j'ai regardé un peu sa façon de travailler. Alors je voyais du potentialité dans ce qu'il faisait. Oui. Il est souvent payé $10 pour ce service et lui se déplace des maisons en maison pour faire ce travail-là. C'est déjà un entrepreneur, sauf que il n'a pas encore saisi en fait comment est-ce qu'il peut faire pour maximiser un peu Ses recettes. Exactement. Alors c'est lui qui en fait m'a inspiré. Et par rapport à cette idée-là, j'ai directement pensé à un modèle. Toujours en adoptant ce système-là d'aller de porte à porte, mais cette fois-ci de créer une base de clientèle. Exactement. Alors, cette idée m'est venue en observant. C'est pour dire quoi? Les opportunités nous envoyons partout, qui pourront faire en sorte que des petits projets, des mamans, maputa, des histoires comme ça, locales. Parce que vous savez, les étrangers, lorsqu'ils viennent au Congo, ils cherchent à connaître un peu notre corps, notre produit. Ils veulent savoir consommer local. Vous savez, il y a des gens qui sont en Belgique qui font ils exportent même des trucs, importent même des primus, des histoires de chez nous. Récemment, j'ai des soeurs qui sont en Belgique. Mon père devait voyager. Et j'étais surpris par la demande qu'elles m'ont faite. Fiston, tu n'as eu son goulou. Mais j'ai dit, mais là-bas en Europe, il n'y a pas, non, je veux. Consommons les Congo. Voilà, c'est ce que nous devons faire en fait. Les opportunités, il y en a beaucoup. Il faudrait juste prendre ce courage en main et faire quelque chose. Entrepreneuriat. Vraiment, je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir parler un peu de mon expérience. Peut-être pas si grande, mais c'est quand même quelque chose. Et j'espère qu'à travers les réponses que j'ai eu à donner, ça a peut-être pu inspirer certaines personnes ou vous donner un peu plus de courage de vous lever et de faire cette différence-là. Et de ne pas simplement attendre finir ses études, je m'adresse aux jeunes, de pouvoir distribuer des CV par-ci par-là, parce que nous savons qu'au Congo, même avec les compétences que vous avez, souvent on vous prend dans un job à cause peut-être d'une recommandation. Exactement. Donc, inspirez-vous un peu de beaucoup de Steve Jobs, de beaucoup de gens qui au début n'avaient rien et aujourd'hui ils ont beaucoup parce qu'ils ont commencé quelque part. Il ne faudrait pas seulement avoir un capital énorme pour commencer quelque chose. Hein? On commence petit à petit. Et d'ailleurs, ce trajet que vous allez faire, ça va vous aider à avoir cette maturité. Les difficultés que vous rencontrez souvent en chemin, c'est ça en fait qui fera de vous un très grand entrepreneur. On va dire que Madame Betty Bouendoua est épouse et elle est mère de 4 enfants. Ma fille est née à 10 ans et ma dernière fille à 2 ans. Je suis entrepreneur, voilà, et j'ai une passion pour la formation. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'entends par entrepreneuriat? Je vais parler de ma propre expérience. Souvent, les gens disent « Ah, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec 100 dollars Ah, mais il n'y a rien à faire dans ce pays. Ah, c'est trop dur. Ah, c'est ceci. » Mais moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai commencé avec 100 dollars, tout bêtement. 100 dollars. J'ai travaillé pendant 15 ans en tant que secrétaire de direction. Et un jour, pour des raisons personnelles, j'ai quitté mon emploi. À l'époque, je devais avoir 40 ans, 41 ans. Je me suis dit, tiens, bon, alors qu'est-ce que je fais?
est-ce que je vais rester à la maison pour élever mes enfants? Mais j'avais la tête pleine de bonnes idées. Hein, je voulais faire quelque chose. Mais je n'en avais pas les moyens. Parce que on dit toujours que pour entreprendre, il faut de l'argent. Il faut des moyens. Alors j'ai regardé autour de moi, voilà. Et puis j'ai eu la chance de vivre pendant 7 ans dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Et là-bas, il y a un savon que tout le monde utilise. Et ce savon a beaucoup de vertus, hein, voilà, il soigne la plupart des problèmes de peau, tout ça là. Et bon, ayant vécu là-bas, je connais les vertus de ce savon. Et ayant vécu longtemps dans ce pays, j'ai laissé une très bonne amie qui pouvait me le faire venir. Alors j'en parle à ma famille, comme ils connaissent aussi les vertus de ce savon. Je leur ai dit, écoutez, comme vous l'achetez cher, moi je vais l'acheter pour vous. Et vous allez me l'acheter, au lieu de l'acheter à l'étranger, vous allez l'acheter chez moi. J'avais $100, j'ai envoyé de l'argent, on m'a envoyé du savon. Et mes premiers clients, c'était les membres de ma famille. Donc voilà. Ils achètent mon savon. Voilà, je me retrouve avec le double de ce que j'avais au départ. Ok. Et c'est ça aussi entreprendre. Alors je me dis, ok, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Je le mange ou je le réinvestis? C'est ça aussi la discipline de l'entrepreneur. Je décide de réinvestir. Je dis, ok, je réinvestis ce que j'ai. Je renvoie de l'argent, me le retourne et ainsi de suite. Et petit à petit, je me constitue un capital. Okay. Et c'est à partir de ce capital que Kairos est né. Hein, et on ne m'a pas posé la question, mais j'aimerais quand même dire, parce que souvent, on me pose souvent la question, on me dit, mais Madame Betty, pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé votre centre Bébé Center ou bien Betty Bouwendois Center? Pourquoi est-ce que vous l'avez appelé Kairos? Ouais, c'est pour cela qu'on vous a posé la question, c'est quoi Kairos? C'est quoi Kairos? On m'a dit, c'est quoi Kairos Training Center? Bon, j'aurais pu vous dire tout simplement, c'est quoi Kairos? Alors, c'est quoi Kairos? Kairos en grec veut dire le bon moment. Kairos, c'est un type de temps. Il y a 3 types de temps en fait. Hein. Vous avez le chronos, qui est le temps mesurable. Vous avez le kairos, qui est un temps qui vient de l'intérieur, qui est un sentiment, une intuition. Hein. C'est le temps ressenti. Hein. Et vous avez le aion, qui est plutôt dans l'éternité, hein, qui va, bon là je vais un peu dans la philosophie, hein, excusez-moi, hein, voilà. Mais le kairos, c'est quoi le kairos? Le kairos, c'est le moment où vous avez une intuition, où vous avez comment dire, le sentiment de devoir faire quelque chose, d'agir, de prendre des risques. Voilà, de prendre des risques. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Voilà, l'intuition. Je vous donne un exemple. Je suis dans les langues, par exemple. Il y a 6 mois, vous n'aviez pas envie de suivre une formation en anglais, en comptabilité et tout ça. Mais du jour au lendemain, vous vous réveillez, vous vous dites, ah, tenez, je dois faire cette formation. J'ai vraiment envie de faire cette... Je ne sais pas pourquoi, mais... Je dois absolument faire des cours d'anglais. Je dois absolument faire des cours de ceci ou de cela. Vous écoutez votre intuition, vous faites des cours d'anglais et 6 mois après, une opportunité vous arrive. Donc, c'est-à-dire que sans l'anglais, vous n'auriez pas pu répondre à cette opportunité. C'est ça le kairos. Okay. Alors, je dirais que l'entrepreneuriat est à l'état embryonnaire. Hein? L'entrepreneuriat est vraiment à l'état embryonnaire, aussi bien en Afrique qu'en RDC, malheureusement. Pourquoi? Parce que, écoutez, nous, quand on allait à l'école, on ne nous avait pas parlé de l'entrepreneuriat. Quand on grandissait, la voie toute tracée, c'était, tu vas à l'école. À l'école. Hein, tu deviens spécialiste en tel ou tel domaine. Voilà, comptabilité. Tu fais du droit, oui. Tu fais de l'économie, tu fais médecine.
Voilà quoi. On ne nous a pas dit, on ne nous parlait même pas d'argent à l'école. On nous a appris à faire des mathématiques, on nous a appris à faire des tangentes et des courbes, mais on ne nous a pas appris à gagner, à chercher, à créer de l'argent. Exactement. Alors du coup, on se retrouve avec des gens comme moi qui commencent l'entrepreneuriat à 40 ans, ou même pire. Hein, on a une belle carrière dans la fonction publique et puis on se dit, quand je serai retraité, je vais commencer l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas ça en fait. Hein? Et ceux qui réussissent vraiment dans ce domaine, c'est vrai, il n'y a pas d'âge pour commencer l'entrepreneuriat, hein, mais il faut avoir la niaque, il faut en vouloir. Hein, il faut vraiment en vouloir, il faut croire en son projet, il faut se sacrifier parce que c'est du temps. C'est du temps, c'est de l'argent aussi parce que bon, c'est vrai qu'en ce moment, le terme à la mode c'est entrepreneuriat, il faut inciter les jeunes à l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat coûte cher, hein. C'est de l'argent. Et malheureusement, nous vivons dans un continent, dans un pays où on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas accès au crédit, c'est difficile. Alors l'entrepreneuriat est vraiment à l'état embryonnaire. Moi, ce que je peux conseiller, c'est vraiment réorienter l'éducation de nos enfants, leur apprendre qu'en dehors du droit, en dehors de la médecine, il y a d'autres manières il y a une autre façon de gagner de l'argent et de réussir sa vie, quoi. Et très bien faire. Okay. Alors, nous sommes l'APCOM. Ici, je représente l'APCOM, c'est-à-dire l'APCOM, c'est un laboratoire de communication. Et moi, je suis expert en communication. Je suis à la fois chercheur parce que, en tant que laboratoire, dans un laboratoire, on mène des recherches, on fait des expérimentations. Sauf que ce ne sont pas des expérimentations biologiques ou chimiques, justement. Nous expérimentons, nous faisons de recherches sur ce que peut être une communication efficace pour une entreprise. Et là, nous voyons de petites entreprises, des très très grosses entreprises, des personnes simples qui veulent commencer quelque chose. Donc nous faisons des expérimentations, nous auscultons, nous sommes proches des entrepreneurs pour les aider justement à mettre en place des communications qui vont leur permettre de réussir ce qu'ils sont en train de faire. Voilà un peu notre travail. Alors pour ce qui est de Madame Betty, c'est un centre de communication. Généralement, lorsqu'un entrepreneur commence son entreprise, permettez-moi ce pléonasme, elle a l'idée, Madame Betty l'a dit, mais on ne sait pas que la réussite d'une entreprise passe de nos jours par la communication. Parce que nous sommes tous interconnectés tellement que l'on se voit. On se voit virtuellement, mais l'on sait bien qui est celui-ci. Et on sait bien communiquer ce que l'autre fait facilement. Exactement. Alors, si vous laissez les autres parler de vous, vous avez moins de chances qu'ils parlent bien de vous. Alors que si vous envahissez, vous êtes présent sur tous les canaux de communication, vous communiquez sur vous et efficacement, vous avez la chance que ce que vous voulez faire puisse réussir. C'est ça en fait. Mon nom est Dani Moulamba, je suis entrepreneur. Ça fait pratiquement 4 ans que j'évolue dans la structure en tant qu'indépendant au départ et puis nous avons formalisé notre structure. Je suis spécialiste en droit des sociétés. Et voilà, j'accompagne aussi dans d'autres conseils, genre marketing et stratégique. Voilà, donc actuellement je suis le manager de la société Yes, donc gérant selon la loi, hein, les droits OHADA. On parle de gérant dans une salle, donc je suis le gérant de la société Yes Expert Service. Tout à fait. Okay. C'est une inspiration entre associés, qui veut dire certainement jeunes experts qui vendent le service. C'est un peu notre entreprise. En anglais, il y a Young Expert Service. Aujourd'hui, on ne peut plus fuir l'anglais. Ça fait partie du monde du business. Exactement. Voilà. L'entrepreneuriat, je comprends comme quelqu'un le disait, le mot en lui-même contient sa définition. Je prends le verbe entreprendre. Ça veut dire, dans la manière la plus simple, c'est entrer et prendre. Mais entrer et prendre quoi? Entrer dans la société, prendre un problème et apporter une solution. C'est un peu pour moi la manière de définir l'entrepreneuriat. Donc c'est celui qui a le courage, il voit qu'il y a un problème dans la société, il prend ces problèmes à bras le corps et il essaye ou à la limite il apporte une solution. Et par ricochet, en apportant une solution à la société, par ricochet il reçoit de l'argent indirectement.
Donc, un entrepreneur, c'est celui qui a d'abord le souci d'apporter une solution et non le souci d'aller gagner de l'argent. Voilà. Au fait, il y a deux phases. Il y a la première phase dont j'ai compris une chose, j'appelle ça la trilogie. Il y a des gens qui ont des idées, mais ils n'ont pas de société. Il y a des autres qui ont de l'argent, ok, mais n'ont pas d'idées. Conséquence, il faut le mettre ensemble. Au-delà de ça, il y a des gens qui ont et les idées et l'argent, mais ils savent pas par où commencer pour mettre en place leur entreprise. Alors, tout le monde n'est pas juriste pour constituer les statuts, aller au guichet unique, faire les démarches. Et nous intervenons en intermédiaire pour apporter une solution. Ça veut dire que vous gagnez en temps et en énergie. Au lieu que vous partez par vous-même rédiger les statuts, aller au niveau du guichet unique, ça prend le temps que ça prend. Les différentes difficultés, aller voir l'administration et consorts. Nous vous proposons de faire ce service en attendant, dans un délai très court, vous avez votre document et vous pouvez vous lancer dans votre entreprise. Donc nous vous accompagnons dans l'administration. Au lieu que vous fassiez les démarches par vous-même, nous vous aidons. Vous pouvez ne pas être juriste, je vous rédige les statuts en bonne et due forme, au nombre les conditions exigées par le guichet unique. Nous allons auprès de l'administration, ça vous épargne en temps, ça peut vous permettre de faire autre chose en attendant. Et après un délai bien précis, dans les contrats, nous vous amenons les documents tout faits. Alors, au-delà de ça, si vous estimez que vous voulez encore de l'accompagnement un peu plus loin, nous pouvons vous apporter de l'aide parce que nous avons au sein de l'entreprise des gens qui peuvent vous accompagner sur le plan fiscal, sur le plan RH, ressources humaines, ou encore sur le plan stratégie, marketing. C'est pas à titre gratuit, nous sommes une société, nous visons les lucres bien sûr. Donc au fait, le guichet unique fait très bien son travail, mais le guichet unique vous dit pour créer votre entreprise, voici les conditions. Il faut m'amener autant de statuts de société. Il vous dit pas comment on rédige les statuts. Donc quand vous allez vous amener, vous ne savez pas comment rédiger les statuts, vous ne savez pas comment libérer le capital social, vous ne savez pas quelles sont les conditions avant de souscrire pour obtenir le RCCM ou l'IDNAT. Alors nous, on vous sert d'avant-poste. Ok, on vous sert d'avant-poste, on vous aide à avoir le tout. Et sauf que dès que vous arrivez au guichet unique, vous payez les frais. Et le guichet unique, c'est le concentré de plusieurs services à la fois. Ils vont suivre le cours du dossier et à un moment M, vous aurez votre document. Vous êtes économiste, vous êtes agricole, vous êtes, je sais pas, agronome, vous ne savez pas comment rédiger les statuts. Vous avez des parts sociales à répartir entre vous, vous savez pas comment ça s'est fait. En principe, vous pouvez consulter un avocat, ok? Nous ne sommes pas des avocats, mais nous sommes des juristes. Mais bon, si vous avez les frais à payer pour un avocat, tant mieux. Sinon, nous facilitons un peu le jeune parce qu'ils n'ont toujours pas les moyens pour consulter un avocat. Et nous faisons parfois à des prix raisonnables, tenant compte aussi de différents à cette émission. Je crois que ça ne sera pas la dernière émission à partager avec vous. Mais mon grand souci, c'est que j'aimerais qu'un jour, vous puissiez, avec votre initiative et tous vos spectateurs et vos internautes, pourquoi pas créer un forum pour qu'on passe à l'acte. Ok. Oui. J'aimerais vraiment qu'on matérialise quelque chose ensemble, pourquoi pas. Et surtout, une chose, quand vous créez votre entreprise, ne soyez pas pressé d'être gérant ou PDG. C'est ce qui tue aussi. Qui veut être chef? Okay. Écoutez, si vous voulez être chef, servez. Or, pour servir, ne soyez pas chef. Ok. Donc, je crois que c'est l'un des problèmes. Les titres, c'est bien. Président, PDG, tout ce que vous voulez. Dans la salle, nous n'avons que des gérants. Ne vous en faites pas. Donc, rêvons grand, ok. Servons et trouvons des solutions. Passons à l'acte. C'est ce qui est plus. Chef d'entreprise, je suis cofondateur de Facilitas Food, SARL, qui est une entreprise qui évolue dans l'agro-business et dans la restauration. Ouais. Et je crois qu'on va entrer dans les vifs du sujet. J'aurai à présenter les fonds en comble ce que nous faisons. Mais au-delà de ça, je suis également cofondateur d'une ASBEL, Posteritas. Posteritas signifie simplement postérité. Aujourd'hui pour demain, c'est un peu ça notre manière, leitmotiv en fait. Nous encourageons la jeunesse par des conférences dans les écoles, par différents concours que nous organisons, des concours d'épellation ou des concours d'art oratoire. C'est important. Mais également, nous faisons des conférences sur l'entrepreneuriat dans les écoles, sur l'éducation financière, parce que c'est important aujourd'hui dans notre éducation, dans l'éducation nationale congolaise. Il n'y a presque pas un programme pour l'éducation financière. Et ça, nous voulons inculquer aux jeunes esprits, aux enfants, aux élèves,
C'est cette base très importante pour devenir entrepreneur, parce qu'il faudrait déjà savoir comment gérer de l'argent. Donc au-delà de ça, officiellement en octobre je serai écrivain, parce que mon premier livre Jeunesse Insoumise va devoir sortir en octobre, un livre qui invite la jeunesse à raisonner différemment, à avoir un nouveau schéma de pensée, et c'est un peu une nouvelle philosophie de vie, et ne pas faire comme les autres, vivre à contre-courant, tel est mon principe, et je crois que c'est le principe de tout entrepreneur. Entrepreneuriat, c'est un esprit d'initiative déjà. C'est arriver à répondre aux besoins de la société, à ajouter une valeur, mais également à se faire de l'argent. Vous voyez? Donc, quand on arrive à avoir une idée, c'est bien déjà, mais c'est aussi agir conformément à cette idée et arriver à se faire de l'argent tout en répondant aux besoins de la société. Effectivement, parce que quand on entreprend pour ne pas répondre à un besoin, notre business est amené à disparaître. On répond à un besoin, et quand on répond à un besoin, les business va continuer à se pérenniser, mais aussi à satisfaire. Parce que d'abord, entreprendre, c'est répondre à une cause sociale. Exactement. La société, dès qu'elle se retrouve, on est sûr que notre business va continuer à évoluer. Il n'y a pas de catégorie de gens, en tout cas. Steve Jobs, quand il a commencé avec Apple, il n'avait pas de titres académiques. Mark Zuckerberg non plus. Ce sont de grands hommes qui ont su façonner le monde. Être entrepreneur, c'est avoir une idée, et c'est d'arriver à mettre en exécution. Tout le monde peut entreprendre. Voilà. Vous n'avez pas besoin de diplôme. Non, vous n'en avez pas besoin d'ailleurs. Vous avez besoin d'une idée qui arrive à révolutionner, qui arrive à donner de réponse à la société, et alors votre idée peut évoluer. Facilitas Food, l'entreprise que je dirige comme directeur général. Je suis cofondateur de Facilitas Food parce que je n'étais pas seul. Il y a Emile Kaboula qui est mon collaborateur direct, mais d'autres qui sont venus après. Est une entreprise, comme je l'ai dit, dans l'agro-business, mais aussi dans la restauration. Avant, j'ai dit que une entreprise doit répondre aux besoins de la société. Exact. Voilà. Alors nous avons réfléchi, quels sont les besoins de notre société? On a été interpellé par un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et le FAO. Ils ont fait une étude conjointe en 2002, où cette étude disait que 1,7 million de vies pourraient être sauvées, épargnées, si ces personnes mangeaient convenablement les fruits et légumes. On a également appris que la faible consommation de fruits, dans le même rapport, la faible consommation de fruits est le 5e facteur à risque de mortalité humaine. Exact. Mais aussi 19% des cancers gastro-intestinaux, 31% des cardiopathies ou encore 11% des accidents cardiovasculaires pourraient être évités en mangeant de manière quotidienne les fruits. Alors on s'est dit, comment faire? Comment faire? Parce que l'OMS préconise de manger 400 grammes de fruits et légumes par jour. Eh bien, quand on dit 400 grammes de fruits et légumes par jour, c'est pas que vous prenez une mangue ou vous prenez 10 mangues, vous mangez, vous vous dites ouais, c'est super, j'ai atteint mon quota journalier de consommation de fruits. Non, pas du tout, pas du tout. Eh bien, il faudrait manger 5 parts, c'est-à-dire 80 grammes de chaque fruit. Je donne un exemple. Vous mangez 80 grammes de mangue, 80 grammes de papaye, 80 grammes de pastèque, vous mangez 80 grammes de noix de coco et 80 grammes de feuilles de patate douce. C'est super, vous avez atteint votre quota et vous êtes sûr que vous allez prévenir plusieurs maladies, mais également être en bonne santé. Alors, nous on s'est dit, manger les légumes dans notre culture, dans la culture africaine, c'est endémique en fait. C'est depuis toujours qu'on le fait. Oui. Mais manger les fruits, là, c'est une autre question. Exact. Ah ben, même si je vous demande... Et surtout que nous sommes dans la capitale. Voilà, même dans ce studio, si je demande combien de gens mangent les fruits aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'aura pas de réponse. Voilà. Et puis, on s'est dit, allez acheter la mangue à gauche, la papaye à droite, acheter la pastèque de l'autre côté. C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup d'argent. Alors, Facilitas Food, qui signifie, en latin, ça signifie simplement facilité. Facilitas, c'est facilité. On s'est dit, on va répondre aux besoins de la société, on va faciliter la vie de nos clients, et on va faire un cocktail de fruits. Ces cocktails de fruits, c'est des fruits frais, des fruits bio, des fruits naturels, des fruits congolais.
Vous voyez, et ces fruits permettent aux gens d'atteindre leur quota quotidien de fruits et légumes, mais également de prévenir toute maladie. Aujourd'hui, par exemple, on voit que beaucoup d'enfants sont obèses. On remarque, on s'est dit, avant, on savait que c'était des grandes personnes de 50, 60 ans qui avaient des cas d'AVC. Mais aujourd'hui, un jeune de 30 ans, AVC. On se dit, écoutez, c'est le formol, c'est tout ça. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, il y a un problème alimentaire. Il faudrait régler ça. Il faudrait une nouvelle culture alimentaire. Les enfants mangent beaucoup de bonbons, beaucoup de chocolat. C'est bien, c'est succulent. Mais pourquoi on se plaint après qu'ils deviennent obèses, qu'il y ait des diabètes, qu'il y ait des caries dentaires? Mais non, Facilitas Food préconise, Facilitas Food invite ses clients, invite les parents. Les parents doivent protéger leurs enfants. On doit instituer une nouvelle culture, une nouvelle éducation alimentaire. D'abord, Simon Mwamba, c'est un expert comptable agréé à l'Ordre national des experts comptables de la RD Congo assermenté. Et Simon Mwamba, dans une autre vie, c'est un juge consulaire au tribunal du commerce Kinshasa Matete, et je suis également assistant d'université à l'université libre de Kinshasa, à la faculté des droits, à option droit économique et social. Et voilà, je suis entrepreneur, raison pour laquelle je me retrouve ici pour parler du processus de la création d'entreprises en République démocratique du Congo. Bref, c'est cela ma présentation. Comme monsieur Simon venait de le dire, je serai très très brève pour me présenter. Je suis professeure assistante et j'assime des cours à caractère économique de par-ci par-là dans des universités, d'une part. D'autre part, je suis initiatrice ou membre de certaines organisations féminines. Chaque fois, j'ai déjà participé à une émission avec vous où nous travaillons sur un aspect spécial des personnes vivant avec handicap. C'est ça tout ce que je peux dire dans un premier temps. Merci M. Mike pour cette question pertinente. D'abord, je dirais que ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis également associé gérant d'un cabinet d'expertise comptable, audit et fiscalité. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu à mettre en place un programme qui consiste à aider les jeunes entrepreneurs à mettre en place leur entreprise. Et c'est un processus. Chez nous, nous avons appelé ça les cadres logiques de création d'entreprise. C'est une matrice qui consiste à répertorier les principales étapes qui aboutissent à la création d'entreprises. Et pour commencer, si vous le permettez, je pourrais donner les principales étapes qui constituent notre matrice ou notre cadre logique de création d'entreprise. Et on a contextualisé ces cadres par rapport à l'environnement congolais. Et d'abord, le premier escalier, c'est d'abord l'idée de création d'entreprise. Parce que les entrepreneurs se demandent, les jeunes se demandent, où est-ce que je vais aller trouver cette idée de création d'entreprise? Ça, c'est d'abord la première étape dans les processus de création d'entreprise. Je n'irai pas à expliquer en profondeur parce que le temps nous est compté. Alors, la deuxième étape dans la création d'entreprise, c'est l'analyse du porteur de projet. La personne qui veut devenir entrepreneur, cette personne, ses motivations, ses compétences. Compétences ici, c'est peut-être les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, mais aussi les savoir-faire de l'entrepreneur. Nous analysons l'entrepreneur pour voir si il a les atouts qui correspondent bien à son idée ou à son projet de création d'entreprise. Merci, Monsieur Mike. Nous n'allons pas nous atteler vraiment sur toute la matière. Le temps fait défaut. Nous allons seulement donner l'essentiel. Comme M. Simon venait de le dire, je vais m'atteler sur l'étude du marché. À l'étude du marché, moi j'ai toujours dit à mes étudiants, j'ai toujours dit à ceux qui me suivent maintenant là, quand on fait l'étude du marché, il y a une implication. L'implication c'est quoi? La possibilité de succès. Par rapport aux techniques managériales, si vous ne faites pas bien l'étude du marché, vous n'allez pas bien réussir votre entreprise, c'est-à-dire votre initiative. Et qu'est-ce qu'il faut pour réussir un marché? Par marché, on sous-attend d'abord un projet, on sous-attend une affaire, quelque chose que vous voulez entreprendre. Et
il y a ce qu'on appelle l'environnement de l'entreprise. Vous allez faire attention à l'environnement de l'entreprise. L'entreprise et ses environnements, ce sont ses concurrents. Les gens qui ont initié des choses similaires à ce que vous êtes en train de faire dans la vie. Et si vous êtes en train de travailler dans un secteur qui ressemble à ce que les autres ont déjà fait dans la vie, il faut se poser une question. En quoi je dépasse les autres? En quoi je suis différent des autres? C'est l'unique question qui va vous conduire. Vous pouvez vous dire, aujourd'hui, je me lance dans la fabrication des pains. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres fournisseurs sur le terrain qui fabriquent les pains? Et quelle sera votre démarcation par rapport à ceux qui ont déjà fabriqué avant vous? C'est ça ce qu'on appelle étude du marché. Étudier votre environnement. En étudiant l'environnement, vous allez mettre l'accent sur l'aspect d'attirer les clients. Attirer les clients, soit vous amenez le produit vers les clients, ou soit vous faites à ce que les clients puissent venir vers votre produit. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on appelle un prix. Les prix doivent être raisonnables. Les prix est fonction aussi de la qualité et les prix est fonction aussi de la quantité. C'est ça ce que je voulais dire tout simplement. Si vous avez tablé sur la qualité, si vous avez tablé sur la quantité et vous avez joué avec la souplesse des prix, je ne pense pas que vous pouvez échouer une initiative. Et si vous allez réussir une initiative sous cet aspect-là, vous aurez des succès. C'est pourquoi ça marche de pair, étude du marché et possibilité de succès par rapport à l'environnement. Je trouve que l'élément clé qu'il faut prendre en considération, c'est l'essurement de l'entreprise. Cet entourage-là fait à ce que les débutants ou l'entrepreneur puisse se retrouver par rapport aux autres. Et ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant comme nous parlons comme ça. J'ai bien suivi M. Simon. Il faut toquer. Il faut toquer dans leur cabinet pour vous donner des conseils par rapport au domaine aussi, là où vous êtes domaine d'entrepreneuriat, et par rapport aussi à vos moyens. Moi, j'ai toujours posé une question quand on vient me consulter. Que faut-il faire pour commencer une activité commerciale ou une activité économique? C'est ce que je vais atterrir. Ne me rachez pas la parole. Excuse-moi, je ne vous arrache pas. Il y a une préoccupation. Vous savez, on est dans un pays où presque tout le monde, où les jeunes gens n'ont pas cette culture-là, n'est-ce pas? Par exemple, je vais entreprendre dans tel domaine. Je vais au moins demander à la personne qui m'a précédé dans le même domaine. On n'a pas cette culture-là en nous. On démarque dans un environnement et après on finit par s'écrouler. Alors vous, devant cette situation, devant cet effet dans une génération, comme vous l'avez déjà connu surtout à Kinshasa, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces gens-là? D'ailleurs, j'ajoute quelque chose. Nous sommes aussi dans un pays où chercher l'emploi, c'est pas facile. Recourir à la création, c'est indispensable. Vous devez toujours créer. Et pour donner le goût à ces jeunes-là, pour donner le goût à ce monde-là qui semble initier quelque chose et après quelques temps, ils sont défaillants. Ils sont défaillants. Nous leur donnons toujours des conseils de consulter les experts comptables, les cabinets d'expertise, pour qu'ils parviennent, même avec peu de moyens possibles, à réussir une entreprise. C'est là que j'étais en train de chuter. Je voulais parler des finances. J'ai dit, si vous voulez commencer une activité commerciale, vous devez définir correctement les ressources. D'une part, nous avons les ressources, et d'autre part, savoir les employer. J'ai vu une maman mal initiée qui semble avoir un petit capital. Les loyers lui coûtaient cher que il ne pouvait pas. Démarrage, par exemple. Oui, les fonds de démarrage. Ou capital capital initial nécessaire. Voilà. Son activité propre ne produisait pas ce qu'il pouvait honorer comme les frais de loyer. Il y avait un déséquilibre et pourtant, il avait une idée correcte qui pouvait l'aider à émerger. En tout cas, je ne fais pas le marketing de mon produit. Je salue encore une fois M. Simon. Ce sont des choses qui me vont tout droit au cœur
Parce que les gens initient des choses sans savoir par où commencer et par où terminer. Consulter, il n'est pas seul. Je viens de le connaître aujourd'hui, mais je vais tout droit à la vérité. Au nom de la vérité, et il est vraiment indiqué. Et on peut le consulter pour enrichir ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Ce n'est qu'un survol, tout ce que nous sommes en train de dire ici. Pour réussir une activité économique, il y a beaucoup, à part le processus, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de jeu, qu'il faut avoir des oreilles, avoir des personnes pour vous aider à démarrer. Je vous remercie. Bonjour très chers entrepreneurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Entrepreneuriat. Aujourd'hui, en titre d'information, votre magazine va vous dévoiler un grand événement qui nous attend à Kinshasa du 13 au 15 novembre 2019 au Grand Hôtel Pullman. Il s'agit de Bosangani Days. Cet événement qui va réunir plus de 700 entrepreneurs internationaux et nationaux. Au cours de cette émission, nous allons échanger avec les commissaires de cet événement, M. Tai Godwin. Il va brosser sur la quintessence de cet événement. Alors je commencerai par dire, je ne sais pas si je suis victorieux, mais nous essaierions d'apporter la possibilité d'un accroissement de business, d'un accroissement d'affaires aux entreprises congolaises. Pour me présenter et faire simple, je suis le commissaire délégué à cet événement, qui est les Bosangani Day, c'est-à-dire que je suis chargé d'accompagner la structure Bosangani Business pour organiser cette rencontre d'affaires qui va se dérouler pendant 2 jours ici à Kinshasa, au Pullman de Kinshasa, où à peu près 200 entreprises étrangères vont venir rencontrer entre 500 et 600 entreprises de la RDC, donc de toute la RDC, pour conclure du business, pour conclure des affaires, pour conclure des partenariats, des relations fructueuses où ils en sortiront gagnant-gagnant. Je suis très heureux qu'il y ait plusieurs événements de ce genre. Ça prouve un élan du pays, ça prouve un dynamisme du pays. J'ai tradition et j'ai coutume de dire que dans tous les pays, il se déroule des événements de ce genre tous les jours. Parce que pour un entrepreneur, pour une entreprise, le but est de développer son business, donc de nouer des relations d'affaires. Notre convention d'affaires, elle se déroule, nous, sous la forme de speed dating, c'est-à-dire que vous avez une plateforme sur laquelle, lorsque vous êtes inscrit, vous décrivez votre entreprise, vous décrivez votre activité, vous décrivez vos attentes, bien sûr, vos envies également. Et donc, vous avez la possibilité de voir également à peu près 600 et quelques autres entreprises qui ont fait de même. Et donc, vous pouvez choisir de les rencontrer lors de ces rendez-vous. Sinon, l'algorithme vous programme toute une série de rendez-vous avec des entreprises de votre secteur ou des secteurs de diversification que vous avez choisis pour nouer justement ce genre d'alliance, ce genre de partenariat. Rencontre unitaire, donc je pense qu'elle traduit dans la langue locale pour que ça parle un peu mieux à tous les acteurs locaux. C'est bien ce que nous allons proposer, des rencontres entre les entreprises, des rencontres entre les chefs d'entreprise. Souhaiteriez-vous peut-être, vous êtes en train de préparer un grand événement en République du Congo. Est-ce que les entrepreneurs peuvent obtenir quoi de plus, par exemple quelque chose de nouveau qu'ils n'ont pas encore découvert par rapport à ceux qui vous ont précédé dans le même ordre d'idées? Oui, je n'aurai pas la prétention de dire qu'ils vont obtenir plus, parce que c'est à eux de préparer leur participation au forum. On va les y encadrer, on va les accompagner. Mais une chose est certaine, c'est la première fois que va se dérouler en RDC une convention d'affaires de ce type. Il y a eu des rencontres d'affaires, il y a eu des conférences, des forums en RDC. Mais un forum basé sur le principe du speed dating, sur le format B2B où ils sont assis à table avec une plage jusqu'à 18 rendez-vous pré-programmés et pré-qualifiés, c'est la première fois. C'est la première fois qu'avant un événement de ce genre, on les invite à venir suivre une préparation à ce forum pour justement optimiser tous leurs 18 rendez-vous potentiels, c'est-à-dire savoir se présenter, savoir présenter leurs atouts, leurs besoins aux partenaires qui vont arriver pour nouer des relations d'affaires avec eux. Donc ça, oui, c'est une première. Monsieur Godwin, est-ce que vous avez déjà pu avoir organisé des mêmes événements pareils à l'extérieur?
avant de venir en Afrique centrale? Je vais encore faire une redite. Cet événement n'est pas sorti d'une émanation ou d'un rêve. C'est parce que lors du Futuralia, dont le dernier s'est tenu en novembre 2018, donc il y a tout juste un an à Tunis, nous avons eu une entreprise congolaise d'ailleurs, Elan Trading, qui est l'un des master partenaires de l'événement, qui était présente à cet événement. Elle a suscité près de 200 demandes de rendez-vous. Et bien sûr, après, on a demandé aux chefs d'entreprise quelle était la prochaine destination, où est-ce qu'ils souhaiteraient aller nouer des partenariats ou développer leur business. C'est de là qu'est venue l'idée de faire de Bosanganides à Kinshasa. Donc voilà, c'est la genèse de cet événement. Ce type de forum existe depuis plusieurs années, on y a participé depuis plusieurs années. Nous avons juste jamais eu l'opportunité de venir le faire en RDC. L'opportunité s'est présentée, en entrepreneur, nous l'avons saisie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Entrepreneuriat, le rendez-vous des entrepreneurs. Très chers entrepreneurs d'ici et d'ailleurs, aujourd'hui nous nous sommes rendus dans une conférence qui a été organisée par nos amis des RJD qui ont parlé exclusivement sur la jeunesse, entrepreneuriat et le développement. Pour ce faire, je vais vous laisser exclusivement suivre cette activité du début jusqu'à la fin. À travers cette plateforme des jeunes dynamiques en République démocratique du Congo, vous devez comprendre qu'est-ce qu'ils ont parlé et qu'est-ce qui était l'élément clé qu'ils ont développé pendant leur conférence de presse. Pour ce faire, nous vous laissons découvrir et après on va revenir. Oui, j'ai été invité pour parler entrepreneuriat, un concept à la mode aujourd'hui. J'ai été invité comme entrepreneur et j'ai grâce à l'occasion qui m'a été présentée, j'ai partagé avec les jeunes mon expérience, comment est-ce que j'ai commencé et comment est-ce que j'ai pu évoluer dans le temps. Oui, déjà vous avez vu, la salle était pleine, l'engouement est là, la curiosité est là. Et là où il y a la curiosité, il y a forcément transmission des connaissances. Et c'est ce que nous essayons de faire, même si comme je l'ai aussi dit dans l'exposé, je plaide individuellement pour un consensus épistémologique sur l'entrepreneuriat. Cela veut dire qu'en tant qu'entrepreneur et en tant qu'intervenant dans les conférences sur l'entrepreneuriat, nous devons tomber d'accord sur ce que nous sommes censés transmettre comme connaissance et comment est-ce que nous devons le faire. J'ai plaidé pour cela et je crois que nous aurons l'opportunité peut-être en tant que pays de nous mettre sur une table et de définir le but que nous voulons atteindre. L'entrepreneuriat comme mode de survie, comme les fonds, les mamans, les vendeurs ambulants, ou l'entrepreneuriat comme moyen de créer la richesse. On doit d'abord se décider et puis le reste sera facile. La réponse à cette question est évidente. C'est très difficile d'évoluer dans cet écosystème. Nous vivons dans un pays difficile où l'impasse politique crée toujours des crises économiques et financières. Comme par exemple cette année, l'année passée c'était à cause des élections. Mais vous savez, dans chaque difficulté, il y a des opportunités. Et il suffit seulement de bien observer, de bien travailler et de profiter pour voir comment est-ce que vous pouvez transformer ces difficultés en opportunités. C'est difficile. C'est vrai que dans ces contextes, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais même si une petite minorité arrive dans ces contextes à sortir à la surface de l'eau, ils peuvent, à mon avis, tirer les autres vers le haut pour que le pays puisse avancer. Que l'avenir de notre pays est beau, moi je crois, et que aussi longtemps qu'il y aura toujours des références dans le pays, je me considère comme une référence, aussi longtemps qu'il y aura des références, cela voudrait aussi dire que c'est possible de réaliser ce que moi j'ai réalisé. Parce que je l'ai réalisé ici sur place. Je suis parti d'ici, non seulement pour étudier à l'étranger, mais rentrer et créer une entreprise. Et je fais mon chiffre d'affaires ici, j'évolue ici. Donc si moi j'ai réussi, puisque je ne suis pas extraterrestre, tous les autres jeunes qui vont développer la même discipline, la même rigueur, et qui vont aussi développer ces côtés-là, valeur, crédibilité, comme je l'ai dit dans mon exposé, ils pourront aussi réussir
pourquoi pas. Moi, je crois, donc voilà, mon message est tout simplement que c'est possible de réussir et qu'ils doivent toujours continuer à se faire confiance eux-mêmes. Pression positive en tout cas concernant l'organisation. Nous avons mis tout notre cœur pour réussir cette activité qui nous a demandé aussi un coût énorme, mais quand même nous avons tenu. C'est avec une satisfaction énorme, distinguée, que nous avons clôturé cette conférence qui était tant attendue dans le milieu juvénile. L'entrepreneuriat devient la seule voie d'issue pour nous, les jeunes, invisibles, comme dénote Claire Bernot dans sa thèse à Lyon. Dans un État où l'État n'accompagne pas le jeune, aucune politique d'employabilité avantageuse aux jeunes, je pense qu'il est important que nous puissions réfléchir sur l'entrepreneuriat. Vous savez, Lee Lacoste, il a dit « Soyez créatifs, pensez d'une manière conventionnelle et allez jusqu'au bout ». C'est dans cette logique, dans cette philosophie-là que nous évoluons. Et je crois qu'il est important de tirer la sonnette d'alarme et d'inviter le jeune à commencer à entreprendre, puisque s'il faut attendre l'emploi, en tout cas, vous allez vieillir à la maison. La jeunesse congolaise, bien qu'elle lutte malgré les difficultés, les obstacles, je leur demande de garder espoir. L'avenir est radieux. Battons-nous. Nous sommes la machine, la puce qui manque à la machine Congo. Et donc, ne nous lâchons pas. Non, mais avoir M. Christian Boussembe, l'honorable Mbaou, l'entrepreneur Seth Kikouni n'est pas atteindre notre objectif. Nous visons au-delà de ça. Nous voulons ériger un centre pour les jeunes. Nous voulons faire de grandes choses. Et je crois que le moment opportun, je ne saurais pas ici déballer tous nos projets. Au moment opportun, nous allons vous inviter le média pour vous communiquer nos désirs. L'impulse ne dépend pas positif endogène d'une république, mais il s'exerce dans un cadre. Ce cadre-là, c'est l'État qui l'offre, avec des lois, avec des institutions qui accompagnent l'entrepreneur, avec des facilitations fiscales, et donc ce qui permet aussi la compétitivité entre entrepreneurs, et c'est les pays qui en tirent son profit. Les cadres n'est pas trop propice, parce que le pays lui-même est en instabilité, mais que cette instabilité ne soit pas un piège pour empêcher toute initiative entrepreneuriale. J'en parle déjà que c'est possible. On a échangé, on a vu que même par le passé, même aujourd'hui, il est possible d'entreprendre dans un contexte difficile comme celui-ci et réussir. Merci. Oui, bonjour, moi je m'appelle Rosie. Moi je m'appelle Magali. Comprenez que nous avons des invités qui sont vraiment des jumelles et on va échanger avec eux. Et Maître Mike, bonjour. Bonjour, Monsieur Mike. Ok. Je pense que nous sommes ici. Le thème de notre magazine aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat et la jeunesse. Mais d'avant tout, nous allons commencer avec Madame Rosie pour nous faire un parcours et la mission qui les a obligés de quitter la Suède pour venir en République démocratique du Congo d'une manière brève. Exactement, merci d'abord pour la parole. Et nous sommes Twin Doves de la Suède, donc on a commencé notre parcours, je peux dire, depuis 2016. Donc c'était une organisation, une ONG. On travaillait pour l'intégration de la jeunesse, ça veut dire une intégration qui pousse à la jeunesse à être indépendant financièrement, physiquement et puis psychiquement. Alors, on a fait beaucoup d'activités culturelles pour juste aider la jeunesse à s'épanouir et puis à être indépendant. Alors, du coup, on a vu que ça, c'est une idée qui s'est développée, organiser beaucoup d'événements en Suède, à Stockholm, à Göteborg, dans de différentes villes de la Suède. Et maintenant, on s'est décidé à 2017 à faire une compagnie
qui va donc inspirer à la jeunesse d'être indépendant par rapport à nos programmes on vient de lancer. Et donc le programme en question, c'est des programmes qui aident à la jeunesse à s'épanouir économiquement. Ça veut dire il y a des programmes que si vous adhérez dans des programmes, vous aurez à faire l'enregistrement et puis vous commencez à travailler sur le programme. Pour tout, je lance à M. Mike pour bien expliquer exactement de quoi il s'agit. Je vous remercie d'abord, en l'occurrence vous, M. Mike, de nous avoir reçus. C'est une très bonne opportunité d'être là au magazine Entrepreneuriat. Et je remercie toute l'équipe qui est là avec nous. Nous n'allons pas être kilométriques. En tout cas, moi j'ai toujours cru en tant qu'avocat, c'est que la plus grande richesse d'un pays, c'est repose sur son peuple, en l'occurrence la jeunesse. Oui. Et donc, je dirais que l'arrivée des Twin Doves ici est une très très grande opportunité, surtout pour la jeunesse, parce que nous militons sur la promotion de la jeunesse. Et d'ailleurs, sur ce, nous avons organisé une conférence dont je lance déjà votre invitation. Oui. J'espère que vous serez là, Monsieur Mike. Bien sûr. C'est pour ce samedi à 12h30 au Rotana. Simplement pour démontrer que la jeunesse peut faire quelque chose. Vous savez, lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat, ça vient simplement du transitif entreprendre. Ce qui veut dire oser, rêver, faire quelque chose. Et nous, en tant que jeunes, nous ne pouvons pas rester stagnés, contempler les autres émerger. Elles vous ont dit tout à l'heure là qu'elles venaient de la Suède. Et je souhaiterais vraiment que nous soyons là dans le plus bref délai pour comprendre et réaliser ce que les jeunes font de l'autre côté. Et c'est dans cet élan-là que nous avons compris que c'est possible de le faire aussi ici en RDC. Nous avons commencé ici à Kinshasa et nous avons en tout cas l'engagement d'aller un peu plus loin. Pourquoi pas même dans d'autres pays africains, enfin, ce que je veux dire, des pays qui n'ont pas encore cet élan-là, cette promotion-là qu'on veut lancer justement pour essayer d'aider tous les jeunes. Vous savez, je suis particulièrement très heureux de recevoir ces projets, ces programmes. Pourquoi? Parce que finalement, ça ouvre les esprits. Pourquoi je dis ça? Déjà, vous constaterez tout à l'heure qu'elles sont plus anglophones que francophones. Exact. Et donc, je demanderai d'ailleurs votre indulgence là-dessus. C'est pour dire que nous avons affaire à des gens qui viennent d'ailleurs, simplement, déjà par leur façon de parler. Et nous voulons, en fait, transmettre cet esprit d'entrepreneuriat qu'elles ont vécu là-bas, ici à Kinshasa. Raison pour laquelle nous voulons pas tout dire ici. En tout cas, nous lançons un appel très fort. Et d'ailleurs, je vais plus loin pour dire que c'est dans la même vision, même du chef de l'État, qui a dit que voilà, dans le changement de mentalité, c'est pas seulement dans nos actes, mais c'est aussi dans la conscience, dans la façon de réfléchir, d'avoir certaines approches. Je vais au Rotana à 12h, c'est samedi. Nous allons leur accueillir et elle va comprendre, je veux dire la jeunesse, de quoi il s'agit exactement, les opportunités qui sont totalement ouvertes pour tout le monde, quoi. Donc voilà un peu. Même 90% de jeunes vont dans ces sens-là de j'ai l'honneur. C'est justement pour ça que nous avons été, je dirais pas engagés, je dirais même plus que ça, enragés pour essayer de changer de ces systèmes, en créant l'indépendance, même financière, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire que c'est pour aider les jeunes à ne plus suivre des recommandations, c'est-à-dire que souvent il y a des recommandations sans même tenir compte de compétences. Là, malheureusement, c'est la réalité sur terrain. Oui. Nous avons donc voulu changer ces choses-là, justement, en offrant ces opportunités-là aux jeunes. Donc, moi, je me dis que nous allons si pas avoir la totalité des jeunes, au moins la grande partie de la jeunesse congolaise sera complètement acquise par ces projets, parce que nous sommes confrontés malheureusement à ces problèmes, surtout en ce qui concerne l'emploi des jeunes, où les jeunes, par manque d'expérience, sont complètement voués dehors par des sociétés et tout ça. Et donc nous avons voulu pallier à ces problèmes-là justement avec ces opportunités offerte par Twin Doves. Je crois que ça va aller avec le temps. Ouais. Alors, Madame Rosie? Ouais, moi, je suis sûre et certaine que, premièrement, d'abord, cette initiative, on a pris ça parce qu'on sait que ça marche.
Alors, pourquoi on sait que ça marche? Ça veut dire on vient pour établir ça à toute la jeunesse et je sais que ça va marcher pour eux parce que ça a marché pour nous. Ok, voilà, en fait, c'était juste pour mentionner que d'abord, avant tout, c'est une société suédoise qui vient s'implanter ici. Même si c'est lié, comme elles ont dit tout à l'heure, aux actions humanitaires, parce que nous avons, en fait, ça va de pair entre une société et une ONG. C'est-à-dire qu'en même temps, nous faisons des actions humanitaires, en même temps, nous sommes une société qui veut justement aider les jeunes à pallier à tous ces problèmes que j'évoquais avant. Donc, nous avons également l'appui du gouvernement suédois à travers eux et nous lançons aussi cet appel. Nous espérons que nos petites voix seront écoutées quand même aux autorités, même si je vous ai dit qu'il y a certaines qui sont déjà en alerte parce qu'ils se rendent compte déjà de l'importance ou de la quintessence du projet. Donc, nous lançons cet appel à toutes les autorités de venir et de comprendre ce que c'est Twin Doves. Je pense que ça aura un apport considérable pour notre pays. Mafuta, votre dernier mot? Ouais, je vous encourage à avoir l'esprit là, vous écoutez, mais vous ne restez pas assis à la maison et puis il faut chercher, demander et puis venez et puis écouter. Donc ça va vous aider à améliorer. Je sais que c'est en anglais quand même. Nah, it's gonna be better. Yeah. Banakin, biso toza awa pona bino, tolingi boya ebele, boyoka et puis bokozala na esengo ya koyoka nyonso tokoloba et puis eko ede bino mingi po tosangana tosala likambo oyo ezali bien pona biso nyonso ba jeune. Là, je pense que c'est très intéressant. Vraiment. Et bon, vous pouvez essayer quand même, Magali. Oui, kaka boyoki, bozala ebele, boya, bovanda te, nandako boya, boyoka, eko ede bino makasi. Comme tu l'as aussi bien dit, je suis entrepreneur à la base, parce que j'entreprends et je dirige une entreprise, Christian Chica Company. Et à part le fait d'être entrepreneur et de diriger l'entreprise, je suis coach d'affaires parce que ça fait partie de ma formation et j'ai exercé comme coach, ça fait déjà 7 ans et j'ai eu l'opportunité de travailler dans une grande organisation internationale comme coach d'entreprise où j'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs entrepreneurs d'ici et d'ailleurs et actuellement je suis coach d'entreprise indépendant. Et je suis aussi conférencier motivateur parce que je suis convaincu que le changement commence par la mentalité. Pour moi, c'est apporter une valeur qui répond à un besoin du marché, un besoin de clients. Et non seulement qui répond à un besoin, mais c'est une valeur pour laquelle les gens sont prêts à payer. Parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est apporter des réponses, apporter une solution dans sa communauté et que ta solution justement répond à un véritable besoin que les gens sont prêts à posséder, à te payer pour avoir la solution que tu apportes. Christian Chica Company travaille avec les individus, les professionnels et les entreprises pour les amener à atteindre une pleine croissance. Donc cela passe par 3 services que nous offrons. Il y a d'abord la formation et actuellement nous donnons essentiellement 2 formations. Nous avons mis en place 2 écoles. La première école c'est Maximum Campus qui est une école de leadership, de management et de communication. La deuxième école c'est Académie Preneur. Ça c'est une école, je dirais une école sociale des entrepreneurs et des porteurs de projets. Et ensuite nous avons la partie coaching, là nous accompagnons à ce moment-là, c'est un peu plus poussé, nous accompagnons des gens qui ont des entreprises mais qui ont du mal à faire grandir leur entreprise, qui ont des difficultés. Nous accompagnons aussi de personnes qui veulent investir, nous les accompagnons pour que leur prochaine entreprise puisse être une réussite. Et le troisième service, nous sommes dans le développement d'affaires. Au niveau du développement d'affaires, nous sommes des créateurs d'entreprises. À ce jour, Christian Chica Company a mis en place 2 entreprises. Il y a une entreprise qui est dans les cosmétiques. Là, nous produisons nos propres produits.
naturel avec des experts ici au pays, donc on n'a pas utilisé l'expertise. Je crois qu'on a aussi un partenaire, un produit africain qui n'est pas du Congo, que nous vendons aussi. Et à part ça, nous avons aussi mis en place, nous avons une entreprise, une structure des communications, tout ce qui est communication d'entreprise. Et nous sommes en train de mettre une troisième entreprise à ce moment-là qui sera dans la logistique, la livraison à domicile. Dans mon programme de coaching, c'est que nous travaillons sur l'entrepreneur pour qu'il soit capable de mettre en œuvre son projet ou son entreprise ou de faire redécoller son entreprise. Alors, si je veux d'abord revenir à ce que tu disais, les entrepreneurs ont peur. J'aime toujours dire que ton idée n'est pas la première idée qui existe. Parce qu'il y a même des entrepreneurs qui ont peur de parler de leur idée, de parler de leur projet. Moi je dis toujours, ta capacité à mettre en œuvre un projet, une idée, dépend à 80% de ta force intérieure en tant qu'entrepreneur, de la mentalité que tu as en tant qu'entrepreneur. Quelqu'un peut prendre ton idée, mais sans exercer la même conviction, la même force que tu as en tant qu'entrepreneur. Et le 20%, c'est juste de la technique, c'est juste de l'écriture. C'est tout. Si tu as confiance en toi, si tu crois en ton projet, si tu penses que ce projet est vraiment lié à un accomplissement personnel que tu as, tu n'auras pas peur de voir quelqu'un d'autre mettre ça en œuvre. Combien de projets, comme je donnais un exemple, combien de projets comme Facebook existent aujourd'hui? Mais pourquoi Facebook réussit? C'est pas parce que c'est la meilleure des idées. Non. C'est simplement, c'est à cause de la force, c'est à cause de l'énergie, c'est à cause de la mentalité, c'est à cause des stratégies qui sont mises derrière pour la réussite. Et il y a une mentalité aussi que je trouve qui bloque la plupart des entrepreneurs. C'est que si j'ai un projet, je dois chercher forcément tout de suite un investisseur. Il faut toujours réfléchir lorsque tu commences ton projet, se poser la question: comment est-ce que je peux commencer cette idée avec le moyen que j'ai? Le moyen, ce n'est pas seulement l'argent. Parce que dans le sondage aujourd'hui, lorsqu'on fait ressortir le problème principal des jeunes entrepreneurs, ce qui ressort en premier, c'est un problème de financement. C'est vrai, le financement, c'est un sérieux problème, un sérieux problème pour les entrepreneurs aujourd'hui. Mais ce n'est pas les seuls. Je suis tout à fait d'accord que le gouvernement doit s'organiser, doit faciliter, doit mettre en œuvre. Il y a les 100 millions que la Banque mondiale a donné en faveur des entrepreneurs aujourd'hui. C'est l'engagement du gouvernement actuel de créer un fonds de garantie pour les entrepreneurs. Ce sont des initiatives à encourager. Je suis tout à fait d'accord. Mais je dis souvent aux entrepreneurs, vous n'avez pas besoin d'abord du gouvernement, vous avez besoin des clients. Vous devez voir à votre niveau comment est-ce que vous pouvez faire pour implémenter, pour commencer votre projet ou l'idée que vous avez. Les grandes entreprises aujourd'hui n'ont pas commencé par des subventions tout de suite du gouvernement, ils ont commencé par des financements des entrepreneurs, en fait, des investisseurs individuels, des particuliers. Donc, je pense que aussi c'est faire appel aussi à des investisseurs particuliers, des individus qui doivent commencer justement à croire au projet des jeunes entrepreneurs. À un étudiant, lorsqu'il finit ses études, de se lancer tout de suite à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat te permet d'acquérir ce qu'on appelle l'expérience. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu déposes ton CV dans une entreprise, on te pose la question, 5 ans d'expérience. Voilà pourquoi j'encourage les étudiants d'entreprendre, de faire quelque chose et ensuite de faire valoriser ça dans leur CV. Parce que c'est toute une expérience. Lorsque tu étais étudiant, tu vendais des habits, tu faisais ça. En le faisant, tu développes déjà des compétences commerciales. Tu développes déjà des compétences, je ne sais pas, de la gestion. Et non seulement ça, tu apprends ce que la loi dit. Donc, tu essaies déjà de voir, ce sont des expériences que tu peux faire valoriser dans ton CV, dire que je l'ai fait pendant 2 ans quand j'étais étudiant, c'est une expérience professionnelle. On le regardera parce que tu es majeur. Déjà à partir de 12 ans, tu as le droit de travailler dans une entreprise de 18 ans, tu as le droit de travailler dans une entreprise. Et ben, tu peux faire valoir toutes les expériences où tu as eu l'occasion, seul ou en groupe ou dans une structure, tu as eu l'occasion de travailler. Donc, je conclue en disant que effectivement l'entrepreneuriat est une alternative de l'emploi justement à ces 2 niveaux-là.
Je leur demanderai de tenir à leurs engagements, d'être, passez-moi l'expression, d'être plus sérieux, de tenir à leurs engagements, de tenir à leurs promesses et surtout de respecter les engagements qu'ils ont légiférés, parce qu'il y a des textes qui sont clairs, il y a des structures que l'État a mis en place. Je pense que c'est le moment, c'est le bon moment, c'est le meilleur moment, je pense, d'accompagner les jeunes entrepreneurs, de mettre tout en œuvre pour faire réussir les entrepreneurs locaux. Comme il y a un message important que le président de la République a lancé, il veut faire des entrepreneurs congolais des millionnaires. Et je pense que c'est possible si nous devenons un peu plus sérieux et que nous tenons à nos promesses. Ici, M. Pakodé Sawadogo, citoyen burkinabé, donc évoluant principalement dans le domaine des technologies de l'information et en même temps spécialisé dans le domaine de la gestion. Donc, le cabinet que nous avons utilisé aujourd'hui pour venir travailler en RDC, c'est le cabinet de conseil et de gestion en Afrique, en abrégé DCG Charles, qui a pour ambition de distribuer les logiciels de gestion en RDC. Et ensuite, il y a aussi à connaître le cabinet qui est en charge du développement des logiciels, qui est l'Axoft Participation, qui est l'éditeur des logiciels qui vont être distribués par DCG Afrique. Voilà rapidement présenter les deux structures qui ont la lourde responsabilité de relever des défis de la gestion des logiciels en Afrique, surtout zone OADA et zone CIMA. Préciser que ce logiciel est né à la faveur de la révision du système comptable de l'OADA qui s'appelle le Sisquada révisé en janvier 2017 à Brazzaville. Alors, étant donné que c'est une révision, ça veut dire qu'il y a un changement de système comptable qui embarque tous les pays membres signataires de l'OADA, les 17 pays membres, qui veulent que toutes les entreprises évoluant dans le domaine des affaires puissent se conformer et établir des états harmonisés qu'on appelle des états financiers de Sisquada révisés. C'est bien vrai que, bon, lorsqu'un nouveau système rentre en vigueur, bon, tout de suite, la technologie ne suit pas. Et il se trouve que c'est toujours les parents pauvres qui restent en arrière et c'est peut-être quelques années plus tard que les gens pensent à aider les entreprises à mieux travailler, à aller plus vite. Alors, nous, principalement étant dans le domaine du développement des logiciels et ayant aussi une expertise en gestion, on s'est dit que voilà une opportunité de venir prouver que les Africains peuvent à tout moment réagir face aux défis organisationnels qui nous sont lancés sans attendre forcément toujours l'apport de l'extérieur. Et c'est ainsi que nous avons décidé, dès la décision du changement, de lire toute la documentation technique et d'apporter notre expertise informatique en développant le logiciel que nous appelons l'Axoft Crésus, qui est un logiciel de génération automatique des états financiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas un logiciel de comptabilité, à ne pas confondre avec les logiciels de comptabilité qui font quotidiennement le travail organisationnel de la comptabilité. Lui, il vient se substituer uniquement aux professionnels en charge de l'établissement de l'alias pour récupérer justement la balance au format Excel et de remplir l'alias à une vitesse grand V. C'est-à-dire qu'un être humain prendra peut-être 15 jours, 1 mois pour remplir cette liasse et ce logiciel va le faire en moins d'1 minute. Voilà l'avantage. En fait, l'accélération du traitement de l'information va aider les techniciens à ne plus souffrir pour pouvoir mettre ces états-là à la disposition des autorités fiscales, des autorités de consolidation des centrales des bilans et tous les partenaires qui ont besoin de ces états financiers pour apprécier l'évolution des entreprises au sein de l'espace OADA. En fait, en réalité, nous nous adressons aux entreprises. Mais étant donné que les experts comptables sont des entreprises en réalité, et ces experts comptables d'ailleurs sont les principaux bénéficiaires de ces changements parce qu'en fait, c'est eux qui conseillent les entreprises dans la réalisation de ces états financiers. Alors donc, de prime abord, en réalisant cet outil, nous avons pensé d'abord à ces experts comptables qui devraient être même des relais de l'Axoft auprès des entreprises pour promouvoir cet outil. Étant donné qu'eux-mêmes, ils gèrent la comptabilité de beaucoup d'entreprises au sein de leur cabinet, alors,
en utilisant cet outil, ça leur permet plutôt de rendre plus vite les états financiers aux propriétaires des entreprises qu'ils gèrent au sein de leur portefeuille. Alors qu'en le traitant manuellement, ce n'est pas évident qu'ils pourront respecter les délais prescrits par l'OHADA pour le dépôt des états financiers au niveau des autorités requises. Donc, sinon, les experts comptables sont vraiment les principaux bénéficiaires de cet outil. Mais maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui ont aussi à leur sein des professionnels comptables qui établissent ces états financiers, qui ont besoin de ce logiciel-là pour effectivement établir les états financiers et laisser maintenant les experts comptables faire leur travail d'audit. Au lieu de venir établir les états financiers et ensuite un autre va venir établir le commissariat au compte, ça fait déjà 2 charges et une charge même financière pour l'entreprise. Parce que requérir l'expertise d'un comptable agréé ou d'un expert comptable pour établir les états financiers, ça coûte de l'argent à l'entreprise. Ensuite, établir le rapport d'audit statutaire qu'on appelle le commissariat au compte, c'est payer encore une somme d'argent. Mais par contre, si le professionnel en place au sein de l'entreprise est capable de traiter ces états financiers avec l'outil que nous avons produit, nous venons tout de suite de faire économiser une partie des dépenses de l'entreprise pour limiter les sorties d'argent massives. Donc déjà, l'intérêt, c'est aider toutes les entreprises qui ont en charge l'établissement de ces états financiers-là à les produire plus facilement et à produire des états même aussi fiables par rapport à la demande. Parce qu'aujourd'hui, j'ai constaté que j'ai fait le tour un peu au niveau des entreprises de Kinshasa. J'ai vu que les liasses sont établies manuellement. Parce que je crois que l'État a produit des feuillets mobiles pour permettre aux entreprises de les renseigner manuellement. Alors, je trouve ça très fastidieux de remplir, à l'ère de l'informatique, de remplir des états manuellement aujourd'hui. Ce n'est pas du tout aidé. Et je ne crois pas que c'est une solution qui va permettre aux gens d'être efficaces vis-à-vis de ces 6 quadras révisés-là, qui normalement a pour objectif de permettre d'obtenir des informations fiables pour une comparativité des informations entre entreprises exerçant dans l'espace OHADA. L'État même, les autorités fiscales qui ont l'obligation de mettre à la disposition des entreprises un outil qui devrait leur permettre d'établir ces informations. Que ce soit sur papier, que ce soit au format électronique, ça c'était leur prérogative. Mais les logiciels étant un cadre un peu spécifique, qui s'adresse à des professionnels, je crois qu'ils ont perdu de vue l'association de ces experts-là pour permettre d'établir un outil commun de gestion. Je crois que dans l'initiative d'apporter des modifications, on a associé des experts comptables, on a associé des professionnels des entreprises, mais on n'a pas associé du tout les professionnels de développement des logiciels. Parce que si on les avait associés à la première heure, je crois que tous les États auraient eu cet outil-là dès le début pour permettre aux entreprises de les établir automatiquement. Donc je me dis que peut-être c'est un manquement au niveau des instances dirigeantes de l'OHADA. Parce que je me dis que quand même, dans tous les pays, en Europe surtout, les gens automatiquement, dès qu'ils parlent gestion, on parle informatique. Parce que ça permet un contrôle efficace même des outils, des informations qu'on met à la disposition des autorités de contrôle. Parce que tout simplement, par exemple, une entreprise ne peut pas exercer tant qu'elle n'a pas un logiciel agréé par les autorités de contrôle. Ce qui veut dire qu'on ne peut même pas se permettre d'acheter un outil de gestion sans que ça ne soit approuvé par les autorités de contrôle. Alors qu'est-ce qu'on constate chez nous, dans l'espace OHADA particulièrement, nous importons beaucoup les outils de traitement de l'information. Il n'y a aucune contribution locale, aucune contribution africaine en tant que telle, sauf quelques rares bonnes volontés font l'effort de produire des outils, mais malheureusement, on se complaît toujours à aller acheter ce qu'on appelle des outils étrangers pour venir faire des adaptations parfois qui ne donnent rien comme solution. Comme si en réalité, nous n'avons pas fréquenté les mêmes écoles. Nous avons les mêmes expertises, nous avons les mêmes compétences, mettez un peu de moyens et vous verrez que l'intelligence africaine est capable de produire des outils selon les besoins des entreprises africaines, sans qu'on soit obligé chaque fois d'aller acheter des outils très chers et parfois inadaptés aux besoins même de gestion. Parce que quand vous faites un tour, en tant que si vous demandez au commissaire de compte, tout ce qui contrôle, même les propriétaires d'entreprises,
et vous diront tout le temps qu'ils n'ont pas d'information de prise de décision. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout est traité parfois, soit manuellement, soit avec des outils incomplets ou des outils inadaptés et qui ne permettent pas aux décideurs de savoir quotidiennement où se trouve la situation de son entreprise. C'est ça le drame de notre gestion en Afrique. Le système comptable OHADA mis en place par les instances de l'OHADA, et l'OHADA, c'est comme on le dit, c'est l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Donc, ce qui veut dire que c'est une organisation qui a pour souci d'harmoniser la manière de gérer les entreprises en Afrique. D'abord, à commencer par la création. C'est un droit comptable, un droit financier, un droit économique, un droit juridique qui va permettre aux entreprises effectivement d'évoluer de la même manière. À tel enseigne que, quel que soit le pays là où vous irez, qui se trouve dans l'espace OHADA, vous ne devrez pas être dépaysé parce que effectivement c'est les mêmes normes de gestion. Que ça soit sur le droit comptable, le droit financier, le droit juridique, ainsi de suite, on a exactement la même manière de faire les choses. Alors qu'avant, chaque pays avait sa manière de créer une société, de faire gérer la société, de déposer des états selon leur manière de voir, et c'était pas harmonisé. Donc l'OHADA a décidé d'harmoniser les systèmes de gestion. C'est pourquoi harmoniser les systèmes de gestion? Par exemple, si vous prenez un certain nombre d'entreprises qui évoluent dans le même domaine et vous voulez faire une comparaison, ça pose problème. Parce que la comparaison, normalement, doit se faire à partir d'une normalisation comptable. Ça veut dire que ce sont des comptes, par exemple, qu'on décide. Si on dit que on vend des logiciels, par exemple, le compte qui est utilisé pour la vente des logiciels sera le même compte partout dans tous les pays de l'espace OHADA. Donc, ce qui veut dire que si on prend la RDC et les autres pays et on annule les entreprises qui évoluent dans le même domaine, on peut faire une comparaison d'informations tout de suite pour savoir dans quel pays c'est mieux géré ou ça marche mieux par rapport aux autres. Oui. Et pourquoi? Donc, ce qui veut dire que cette comparaison est très importante pour nous permettre de fédérer un peu la gestion des entreprises dans l'espace OHADA. Parce que les gens ont tendance que on met des outils en place pour les emmerder. Mais en réalité, non. La gestion est très, très, très capitale pour une entreprise. Une entreprise sans gestion organisée n'a pas d'avenir parce que tout simplement, sur quelle base vous allez prendre des décisions? Même l'État ne prendra, aucune banque ne va financer une entreprise qui n'a pas d'état financier fiable. Aucun partenaire ne voudra mettre son argent dans une entreprise dont les informations financières ne sont pas fiables. Donc c'est pour cette raison qu'en harmonisant, en demandant aux entrepreneurs d'exercer de la même manière, de produire les états financiers de la même manière, c'est de les amener eux-mêmes à avoir une lecture commune. Partout, il peut y avoir plusieurs entreprises, mais s'ils ont la même lecture avec les états financiers, ils peuvent comprendre pourquoi ça va ou ça ne va pas. Donc l'objectif primordial, c'est quand même de faciliter d'abord la collecte aussi des ressources internes, parce qu'en fait, la production des états financiers, c'est pas seulement pour l'entreprise, mais c'est pour aussi permettre aux partenaires extérieurs d'avoir une lecture et de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle est bien gérée? Est-ce qu'elle produit les informations comme il se doit? Et est-ce que l'État même peut lui faire confiance? Est-ce qu'ils ne font pas de la fraude fiscale? Parce qu'une fois que c'est harmonisé, tout ça s'est levé. Et ça permet aux autorités de lever des fonds pour financer le développement des pays respectifs. Ça, c'est une question très pertinente, exacte. Parce qu'en réalité, ce secteur-là, les activités informatiques, c'est un secteur très, très, très difficile. C'est parce que j'ai mis les pieds dedans que j'ai compris pourquoi les ingénieurs informaticiens même ne se sont pas lancés dans la création de cabinets informatiques pour développer. Parce que, en fait, voilà un secteur qui est laissé à lui-même. Aucun accompagnement, ni de la part de l'État, ni des structures de financement. Alors que le développement, c'est comme construire une maison. Sans financement, vous ne pouvez rien faire. Parce que vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de financement. Vous avez besoin de ressources humaines. Vous avez besoin de matériel. Donc, tous ces moyens financiers, matériels et techniques que vous allez mettre ensemble demandent une mobilisation de ressources. D'abord, nous avons pour objectif de lancer ce qu'on appelle l'ERP OHADA. L'ERP OHADA, c'est quoi? C'est de sortir un logiciel, un logiciel de gestion intégré qui allait permettre aux entreprises de travailler sur toute la chaîne sans aucune manipulation manuelle. Que tout soit automatisé. Mais ça demande quoi? Quand on a fait le coup,
on était à plus d'1 milliard et quelques de francs CFA. Si je dis francs CFA, pour obtenir ça en dollars, il faut multiplier par 600 francs pour avoir le montant en dollars. Donc, ce qui veut dire que il faut des ressources énormes. Vous trouvez quel banquier va vous financer 1 milliard si vous voulez démarrer un projet? Parce que pour eux, d'abord, il y a la faisabilité du projet. Est-ce que le projet est rentable? Mais en réalité, si on analyse de très près et qu'on se rend compte que cet outil va intéresser 17 pays et qu'après son développement, les États allaient encourager la promulgation de cet outil en commençant par les instances de l'OHADA. Parce qu'aujourd'hui, l'OHADA est là. L'OHADA a mis un système harmonisé en place. Mais au sein des organes de l'OHADA, il y a un vide juridique. Ce vide juridique, c'est quoi? C'est l'outil informatique qui manque dans les instances de l'OHADA. Parce que si l'OHADA aujourd'hui était arrivé à faire établir un outil conforme à la gestion des procédures de l'OHADA, qu'est-ce qu'on allait faire? On mettrait un organe de contrôle des solutions informatiques dans l'espace OHADA, comme ce qui se passe en Europe. Ce qui fait que cet organe-là, effectivement, va contrôler au niveau des entreprises l'achat, l'acquisition des logiciels. Et comme ce sera un cahier de charges qui est adapté aux réalités, du même coup, ça va générer des ressources en interne au sein de l'espace OHADA. Chaque pays va adopter cet organe de contrôle en interne pour dire que toute entreprise qui veut acheter un logiciel, voici le cahier de charges. Si le logiciel ne répond pas à ce cahier de charges et que vous l'achetez, c'est à vos risques et périls. C'est comme si vous partez importer un bien que vous allez rentrer avec et qui ne fonctionne pas. Donc, l'État aura la lourde responsabilité d'encadrer l'acquisition de ces biens-là. Et du même coup, alors, cet outil qui a été développé selon les normes OHADA, pour quelle raison il ne serait pas en mesure de financer le remboursement de cet emprunt bancaire ou de financement acquis par quels que soient les moyens, parce que ce sera rentable. Si dans 17 pays, il y a combien de millions d'entreprises dans ces 17 pays? Si on imposait un outil organisé, spécialement conçu selon l'espace, les besoins de l'espace, et que cet outil, effectivement, a été promulgué comme outil agréé par l'OHADA, mais ce sont des milliards que l'entrepreneur ou les créateurs puissent encore gagner. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est à ce moment qu'on pourra même dans chaque pays créer un organe de représentation et ça va créer des emplois un peu partout. Parce que les gens seront très heureux de distribuer ce produit-là dans tous les pays. Et je ne serai même pas là. Peut-être que si on l'avait fait à partir de Burkina Faso et que l'outil était disponible, l'OHADA l'avait agréé par le truchement de l'accompagnement de nos autorités politiques. Aujourd'hui, ce ne serait pas moi, Salvador Pakodi, qui serait ici. Ce serait même une fédération des chambres de commerce des pays pour distribuer ce produit. Pourquoi même pas les instances de l'OHADA? Bon, mais comme ils ne voudront pas être jugés partis, et c'est mieux que ce soit les chambres de commerce qui encadrent les entreprises là, qui allaient prendre l'affaire en main et de s'intéresser aux autres chambres de commerce auprès des entreprises de chaque pays. Et aujourd'hui, il y aura assez d'affaires. Et moi, je ne serai pas là pour présenter un outil. C'est comme quelqu'un qui est une goutte d'eau qui est tombée dans la mer. Il faut reconnaître que l'évolution des entreprises en Afrique, c'est très difficile. Parce que tout simplement, il y a d'abord l'incompréhension même parfois même des affaires par les entrepreneurs eux-mêmes. Les gens se jettent parfois dans les affaires, parfois tout simplement parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils se disent que, comme je suis dans le chômage, je vais devenir businessman. Alors que non, faire des affaires, c'est du sérieux. C'est plus sérieux que travailler comme salarié. Parce que entreprendre, c'est prendre en main la vie de plusieurs personnes. Parce que tout simplement, les salariés que vous avez avec vous, vous avez la lourde charge de les payer pour qu'ils puissent vivre avec leur famille décemment. Et si vous vous amusez avec les biens de l'entreprise et que l'entreprise va en faillite, vous créez un chômage qui sera très négatif. Une compétition, c'est une rivalité. Parce que la compétition, ça veut dire faire mieux que les autres. Ça, c'est une compétition. Mais la rivalité, ça devient purement de la méchanceté. C'est-à-dire, je cherche à détruire l'autre, alors qu'en réalité, compétir, on peut évoluer ensemble et chacun gagne son compte. Ça, c'est la vraie compétition. Malheureusement, les entreprises en Afrique ne comprennent rien en la compétition. Vous croire que la compétition, c'est de chercher à tuer l'autre pour aller de l'avant. Alors que non, on peut collaborer. Parce que dès que je suis venu dans ce pays pour la première fois, le premier constat, c'est que c'est un pays à fort potentiel économique.
Mais en sillonnant un peu partout de gauche à droite, on constate qu'il y a un problème organisationnel. Et cette jeunesse-là ne s'y retrouve pas dans ce désordre. Il faut organiser un peu pour que la jeunesse puisse s'insérer dans ce fort potentiel économique-là pour développer vraiment de l'entrepreneuriat. Parce que ce que j'ai vu ici, il y a tellement de possibilités énormes que normalement, on ne devrait même pas avoir du chômage dans ce pays. Et l'Afrique en général, comme je le dis, ce n'est pas parfois par manque de richesse qu'on ne se développe pas. C'est plutôt la répartition des richesses qui fait qu'on ne se développe pas. Donc moi, je conseille vivement que nos dirigeants prennent au sérieux la jeunesse africaine et les amènent à contribuer efficacement au développement de notre cher continent qui est l'Afrique. Vous venez de suivre les différents éléments réalisés au cours de l'année 2019 avec les différents entrepreneurs. À très bientôt.